is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on reçoit Pierre-Emmanuel Chaud. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Ravi de t'accueillir parmi nous, enchanté. On a nos chroniqueurs habituels également que vous connaissez bien, Cyril, Daniel, Virgile et Gaëtan. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu veux nous te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'à nous aujourd'hui? Oui, alors en fait, initialement, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo, à peu près 15-16 ans dans le jeu vidéo, avec un petit goût pour l'IA. J'ai travaillé dans différentes boîtes sur des modules d'IA qui étaient un peu particuliers. Enfin, c'est pas l'IA d'aujourd'hui, l'IA générative, le deep learning. À l'époque, c'était plus du script, c'était de trouver des chemins les plus courts, ce genre de choses. Le bon comportement, voilà. Donc ça a commencé un peu là, la passion pour l'IA, puis le rendu 3D, enfin tous les sujets d'innovation. Et puis après, de l'innovation, du jeu vidéo, je suis passé à l'innovation en général. J'ai entre autres travaillé pas mal de temps au sein d'Electronic Arts et Criterion. Enfin, si Renderware vous dit quelque chose, quand vous avez une PS2, PS3 avec marqué Renderware, voilà, je travaillais pour l'équipe qui construisait le moteur. Après, j'ai travaillé pour Virtools. Virtools, c'est le concurrent d'Unity à l'époque, qui a été racheté par Dassault Systèmes. Et c'était le leader de la simulation 3D, de la VR, de l'AR, etc. Okay. Ça m'a mené à l'industrie, puis de fil en aiguille, le Web3 et Alira. J'ai suivi la formation d'Alira Web3, j'ai travaillé dedans, fait plusieurs projets. Bossé pour Onidost sur des sujets Starknet, Starkware. Et là, j'ai ressorti ma carte IA. J'ai passé une certification auprès des mines de Paris il y a pas très longtemps pour remettre à jour et montrer que j'avais encore les connaissances adéquates parce que ma formation était relativement ancienne. Et j'ai travaillé depuis quelques temps déjà à faire à la fois du conseil en entreprise sur comment déployer l'IA, comment utiliser l'IA, quelles sont ses limites, faire de la formation. J'enseigne aussi à des gens qui font du web design aujourd'hui, comment utiliser l'IA pour faire de la création, de la communication, des sites web, un petit peu tout. Et tu fais partie de ces gens un peu agaçants qui ont la double compétence blockchain et IA, c'est ça? Voilà, et par exemple, là, un des projets sur lequel je travaille, c'est de faire un chatbot qui connaît très bien Cairo, donc le langage de Starknet, ce qui n'est pas le cas ni de ChatGPT, ni des modèles actuels. Il y a eu d'ailleurs un financement de la fondation Starknet, c'est ça, pour ce projet-là? Absolument, ouais. Et là,
là, aujourd'hui, il y a Stability AI, ça vient d'être annoncé, qui est intéressé par ce qui se passe dans le Web3 et l'IA. Et il cherche à parler aux gens qui travaillent sur ce projet. Donc, voilà, c'est prometteur. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est déjà, voilà, c'est un modèle, en gros, c'est fine-tuner un modèle Mistral et Codeyama Instruct pour qu'ils puissent générer du code Kero correctement, pour pouvoir en faire un outil de génération de contrats, mais aussi de génération de sites. Par exemple, si on fait des NFT, avoir une interface web qui puisse correspondre à un contrat qu'on fournit, voilà. Et aussi faire de l'audit de contrat, enfin plein d'applications différentes. Trop bien. Bon, génial, trop bien. On va creuser ce sujet dans un instant. Je me rends compte qu'on n'a pas présenté nos chroniqueurs. Alors même si je pense que vous les connaissez, mais présentons rapidement toute la team. Donc moi, votre serviteur, le Papa Noël de cette émission. Je suis le président d'Alira, Jérémy Wauquiez. Et on peut commencer, je sais pas, de droite à gauche, Virgile par exemple. Yes, alors je suis rédacteur pour Alira et je participe au live organisé par l'école. Cyril. Ouais, moi c'est Cyril, du coup, formateur dev depuis 2 ans chez Alira. Daniel Villamontero, je suis directeur pédagogique d'Alira et je n'ai pas retrouvé mon bonnet de Noël. Donc voilà, si vous le trouvez, vous me dites. Et salut à tous, moi c'est Gaëtan et je suis formateur de conseil blockchain et de finance décentralisée chez Alira également. Merci. Et donc, du coup, comme d'habitude, 3 sujets. Et le premier sujet sur cette chronique, ça va donc être les risques et les opportunités de l'IA dans la blockchain. Et donc, pour en discuter, on a invité Pierre-Emmanuel qui, comme vous l'avez compris, a la double casquette ou le double bonnet de Noël sur cette thématique. Je suis désolé. Bref, aujourd'hui, parfois on entend cette idée que oui, mais il n'y a pas vraiment d'intersection entre l'IA et la blockchain, il n'y a rien entre les deux, il n'y a rien à faire, etc. Là, tu viens de nous dire qu'en fait, la fondation Starknet avait financé des travaux de recherche pour pouvoir avoir une IA qui génère du code en Kero. Qu'est-ce qu'il y a pour toi dans cette intersection? Qu'est-ce qui va se passer dans l'intersection IA-blockchain du point de vue de la double casquette? Alors, la première des choses, je dirais, où on en est en termes d'adoption d'IA et où on en est dans le Web3 plus particulièrement. Il y a une courbe qui est souvent utilisée, c'est la courbe de Gartner, qui est un labo de conseil en entreprise, Gartner, une société américaine, qui a analysé comment se comportait le lancement, une nouveauté, une innovation technologique. Et on remarque que dans un premier temps, on a une belle démo. On a la presse qui s'en empare, le plus grand public qui s'en empare, ça devient du buzz. Pardon ? Ouais, tout le monde en parle. Voilà, ça va très haut. Parfois, il y a des investisseurs qui arrivent, qui mettent beaucoup d'argent parce que c'est waouh, super, c'est neuf. Alors, par exemple, on pense à l'impression 3D. On avait des news toutes les semaines avec il a sauvé sa grand-mère grâce à l'impression 3D ou il a imprimé ça grâce à l'impression 3D. Et puis après, le soufflet redescend parce que ça a été survendu. Et on finit par avoir un creux. Et généralement, les premiers investisseurs qui sont allés sur la technologie font faillite parce qu'ils sont allés trop tôt. Ils ont lancé des idées un peu farfelues voilà. Et puis, on finit par atteindre le plateau de productivité qui est le besoin, c'est quand la techno rencontre le besoin effectif et rationnel de la techno elle-même. Donc, du client face à la techno, et il y a un match, et ça y est, on peut partir sur de la production. C'est un peu sérieuse, quoi. Pourtant, on en est où là sur l'IA? Alors, le problème... On est là ou on est là? Alors, le problème de l'IA, c'est que il y a une adoption qui est ultra rapide. C'est-à-dire que toutes les personnes qui traînent un peu sur GitHub, qui regardent les repos qui ont des étoiles, vont vite adopter des nouvelles technos de génération de sites web. Par exemple, Coffee, tout récemment, plutôt que de mettre un bloc React, je mets un bloc Coffee, je décris ce que je veux dedans, il va m'écrire le composant et me le montrer visuellement, etc., etc. C'est très en avance de phase, très bon. Donc ça va, l'utilisateur s'en empare ultra vite et la presse est généralement en retard. Là, le 7 décembre, il y avait un article dans Libération de quelqu'un qui disait ChatGPT, finalement, ça ne génère que du charabia. Et qui a utilisé ChatGPT, c'est que ce n'est pas tout à fait ça, qu'on peut en obtenir vraiment des choses exceptionnelles. Donc, on a des éléments de presse aujourd'hui. Il y a eu l'heure des pros sur l'IA,
où ils ont descendu l'IA en disant que c'était pas possible que ça crée quoi que ce soit, que ça peut pas être génératif, ça peut pas. Alors que pareil, qui a utilisé Stable Diffusion, Midjourney, créé des images, s'est rendu compte que ça pouvait faire du contenu. Donc il y a un décalage entre l'utilisateur et la techno. Et inversement, en entreprise, là, il y a en décembre, enfin, vers le 20 décembre, il y a une enquête qui a été faite par Salesforce qui est sortie et qui montre que, alors j'ai le chiffre exact, 71% des utilisateurs globalement dans le monde se trouvent plus puissants grâce à l'IA dans leur job. 58% disent que ça rend leur job plus intéressant. Donc, ça veut dire que les utilisateurs en entreprise sont super chauds pour passer à l'action. Mais les entreprises ne sont pas prêtes. 21% des entreprises ont mis des règles d'utilisation d'IA. Est-ce qu'on peut? Oui. Quand on voit les problématiques de sécurité, et d'ailleurs que tu documentes hein, sur ta page LinkedIn, on comprend quoi. Tu te retrouves à avoir des IA qui ont été déployés un peu à la va-vite dans des chatbots qui prennent des engagements contractuels un peu touchy pour de grosses entreprises. On n'a pas forcément envie de voir ça demain déployé à large échelle, quoi. Alors, la façon dont ça se passe aujourd'hui, je vends du conseil sur ce thème-là. Je vais voir des sociétés, je les aide à faire une transition vers l'IA. Et le levier, en fait, c'est l'utilisateur. Et généralement, le dirigeant, il n'a pas conscience que c'est un gros plus pour son employé, qui peut être gagnant, mais à condition de fixer des règles. Et aujourd'hui, les utilisateurs sont prêts à marcher sur les règles de fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que l'étude, elle révèle que 40% des utilisateurs d'IA utilisent des outils interdits dans l'entreprise. Et les risques sont nombreux. Les risques, c'est, par exemple, je bosse dans une société qui fait des contrats de Web3. Je veux compléter mon code Solidity. J'utilise, on va dire, Gemini AI, qui est gratuit. Une API, qui n'est pas tout à fait du niveau de GPT-4, mais quand même. J'ai une API REST toute simple à utiliser. J'envoie mon contrat, je lui demande de compléter le code ou de débugger ou de commenter. Si j'ai pas fait attention, j'ai pas lu le petit texte qui décrit les limites d'utilisation. En fait, c'est gratuit parce que j'abandonne tout droit sur les données que je fournis à Google. Et c'est ce qui fait que c'est gratuit aujourd'hui. Ça sera payant par la suite et on gardera la propriété intellectuelle sur ce qu'on fournit, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des gros risques que ce code source puisse… je passe un contrat d'un projet en cours, qu'il leak, tout simplement. Je ne sais pas sur quel dataset, sur quelle base de données a été entraîné le modèle. Donc, imaginons, je suis mal intentionné, j'ai en tête un problème de sécurité. Je fais plein de GitHub avec des contrats Solidity dans lesquels il y a le problème. Il y a une IA qui passe, qui s'entraîne dessus. Hop là, dans les contrats qui suivent, pouf, elle l'intègre. Et j'ai ma Puisqu'on parle des smart contracts et que notamment tu travailles sur cette intersection avec le projet que tu as sur Keros, moi, un des trucs où je me suis tout de suite dit, OK, il va y avoir un énorme sujet et en fait, je ne sais pas à quel point c'est pas déjà déployé et ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus. C'est en fait, on peut demander à ChatGPT par exemple ou à d'autres de détecter des failles qui sont un peu des failles connues. Par exemple, je ne sais pas si on fait un contrat avec une faille de réentrance, on le soumet à ChatGPT, il va nous dire oui, il y a une faille de réentrance à tel endroit, on peut l'exploiter de telle manière, etc. Ok, la faille est connue, on l'a poncée, etc. Sauf que avec l'arrivée des nouveaux modèles de langage, et notamment des modèles de langage qui sont capables de faire des démonstrations mathématiques et qui ont été annoncées en gros il y a un mois à peu près par OpenAI, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver au moment où en fait on va avoir des IA qui vont être déployés H24 en ligne, qui vont analyser non-stop tous les smart contracts qui sont déployés et qui, dès qu'ils verront une faille qui n'a pas été détectée par un être humain avant ou qui n'est pas une faille connue comme la faille de réentrance, ne va pas cartonner direct. Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un environnement où, à partir du moment où ces IA vont être déployées, ça va être l'hécatombe, quoi. On va avoir la moitié des DAP qui vont tomber, les grenouilles qui tombent du ciel, les poules de liquidité qui se vident. Et est-ce que c'est pas la première étape des IA qui nous attaquent, nous humains? Ah Alors, non, mais c'est vrai, c'est ce que tu dis. Ça, c'est le deuxième point qui freine un peu, c'est-à-dire l'IA qui prend le dessus et qui veut dominer. Et Yann Lequin, qui est un des papas de pas mal de modèles connus, a une réponse. Il dit si vous regardez, les gens qui veulent nous dominer, ce n'est pas les plus intelligents.
Donc se dire parce que ça devient plus intelligent, ça va devenir une menace, il n'y a pas Non, forcément. mais c'est même pas une question de niveau d'intelligence, c'est juste sur ce truc. Est-ce Oui, que, oui. enfin, est-ce qu'on va avoir des IA qui vont automatiser de l'audit en fait de smart contracts et qui, alors certaines, elles vont le faire en mode white hat parce qu'en fait, elles seront pilotées par des entités qui cherchent juste à sécuriser les choses, y compris les producteurs de smart contracts eux-mêmes, hein. Mais il va forcément y en avoir aussi version black hat qui vont Bien juste sûr. être déployées et qui vont être en mode pur opportunisme et qui vont juste chercher à exploiter tout ce qu'elles peuvent exploiter, quoi. Oui, alors c'est du boulot, mais c'est un boulot rentable hein, en termes de hack, d'entraîner un modèle pour trouver des failles, etc. Enfin, utiliser un modèle comme ChatGPT, lui, il saura, enfin, tel qu'il est fait aujourd'hui en tout cas, il saura retrouver des failles connues, pas forcément des failles inconnues, mais ce qui se profile, c'est l'arrivée, et on l'a vu avec Mistral qui a sorti Mixture of Agents, donc des agents intelligents qui sont spécialisés dans un domaine particulier. Et je parlais de Stability AI, eux, ils vont s'intéresser à faire des agents Web3, donc un modèle qui connaît bien le Web3. Et au-dessus, ça va être piloté, par exemple, un qui sait faire du Python, un qui sait faire du Solidity, un qui sait faire du etc., un qui sera spécialisé en détection de failles, etc. Donc, c'est un peu une course, c'est vrai, entre des gens qui vont avoir des mauvaises intentions et exploiter un outil, pour faire le mal, et d'autres qui vont l'utiliser pour faire le bien. Mais c'est vrai aussi avec n'importe quel, on peut le dire, d'un compilateur. On peut utiliser un compilateur pour faire des virus, on peut utiliser un compilateur pour faire des applications qui vont sauver des vies. C'est vrai pour toute technologie et toute avancée. Il y a deux faces. Tu peux utiliser les couteaux pour faire une soupe aux carottes ou tu peux l'utiliser pour planter ton voisin, quoi. C'est l'usage et l'intention qui fait la malhonnêteté. C'est pas l'outil lui-même, en fait. Bien sûr. Mais oui, tout à fait. Ça rendra par contre les attaques beaucoup plus puissantes et efficaces potentiellement. Alors, vas-y. oui, donc je disais, mais enfin, on parle beaucoup en ce moment d'IA générative, mais l'IA déjà elle était présente avant et les grosses sociétés avaient déjà intégré l'IA plus au sens data science du terme que le deep learning. Et c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt dans le Web 3 et surtout le Web 3. Pourquoi ? Parce que on a un marché et on va avoir par exemple, je vais prendre des NFT qui sont fabriqués, qui se vendent à un prix donné. Je vais pouvoir faire un outil qui sera plus de la data science pour le coup, mais qui est de l'IA, qui va analyser en fonction de traits caractéristiques de mon NFT le prix de vente. Et donc me dire, tiens, je suis en train de concevoir un NFT, est-ce qu'il vaut mieux que je mette des oreilles de chat ou des oreilles de chien ? Comment ça impactera le prix à long terme ? Comment ça, voilà. Donc analyser la réponse de mon marché en fonction d'un historique. Il y a aussi ce qu'on appelle des time series, donc c'est pouvoir à partir d'une base de données de transactions existantes, d'essayer de prédire un cours futur ou une dépendance entre des cours. Voilà. Et bien sûr. C'est très spéculatif là. Très 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 spéculatif, surtout qu'en fait. Le problème de la prédiction des cours, c'est que même si on avait une IA ultra performante qui était capable de prédire à la perfection des cours, en fait du coup elle prend avantage de sa prédiction et du coup elle modifie les cours et du coup elle rate sa prédiction et la voisine fait la même chose en même temps et donc en fait c'est ce que fait la bourse, hein. C'est qu'on cherche à prédire le futur et que si on le prédit parfaitement, en fait, on ne peut pas le prédire parce que du coup, on le modifie en le prédisant parfaitement. Et quand bien même, déjà la simple idée d'avoir une IA ultra performante dans ce domaine, les plus grosses fortunes se font au moment où il y a une crise, quand il y a une baisse ou une hausse soudaine de marché. Et ça, c'est généralement lié à un événement qui est très, très, très difficilement prévisible. Par contre, ce qu'on peut qualifier, c'est l'impact d'une news sur un cours. Donc, je ne sais pas, par exemple, imaginons l'attaque qu'il y a eu en Israël, l'impact sur le pétrole, etc. Qui pouvait le prédire et d'après le passé, du moins. Il n'y a pas eu d'événement équivalent. Le 11 septembre, ça a eu des conséquences totalement différentes sur la bourse. Ça a eu, voilà. Bon, donc c'est pas simple. Par contre, oui, comme je disais, se dire, tiens, telle news sortie tel jour en titre de chapitre de CNN, enfin en gros titre du New York Times, etc. Est-ce que ça a pu avoir un impact ou pas ? Et aujourd'hui, sort ce titre-là. Est-ce qu'il y a une chance que ça ait un impact ou pas ?
c'est déjà une question un peu plus ciblée et à laquelle on peut tenter d'avoir des réponses. Alors toujours avec un bémol, c'est prédictif, c'est à prendre avec des pincettes, etc. Sûr. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être étudiées. Après, ça va être aussi des comportements ou des tentatives de fraude. Des comportements comme il y a quelque chose d'agressif qui est en train de se passer, un gros qui est en train de quitter une monnaie. On n'a pas forcément besoin d'IA pour ça. On peut faire de la stat basique pour ça, pour détecter ça. Mais après, mesurer si c'est significatif ou non et avoir une appréciation de la mesure, l'IA peut l'amener. Donc c'est. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, cher chroniqueur, on arrive sur la fin du temps du premier sujet, mais est-ce que vous pensez que l'IA va faire de la blockchain ou va faire à la blockchain? Moi, j'ai juste 2 petits trucs. Le premier, c'est, on commence à avoir des cas d'usage d'échange entre les deux. Un des plus gros aujourd'hui, c'est Fetch AI. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Qui est en gros tout un outil qui permet en fait de regrouper plein de protocoles d'IA au sein du même produit et en gros de mutualiser les coûts de l'ensemble de ces produits autour d'un jeton qu'ils ont chez eux, qui s'appelle le FET. Et je trouve leur idée plutôt intéressante. Et c'est un moyen, en tout cas, de participer à un écosystème où, en fait, tous les acteurs font tourner tous les modèles de langage et on rémunère ses utilisateurs par le fait. Donc, sur ça, c'est assez intéressant. Et ça amène le deuxième point qui est quand même, notamment pour répondre à une question de je sais plus qui, qu'est-ce qu'on pense de l'IA décentralisée? Il y a une des grandes problématiques de l'IA aujourd'hui, c'est les coûts de mise en place de l'IA, puisque globalement, pour pouvoir faire tourner les modèles de langage, à part pour certains très précis, mais ça coûte en général beaucoup en termes de ressources à dépenser pour pouvoir faire tourner ces modèles. De fait, faire de l'IA décentralisée, c'est compliqué. On connaît nos Ethereum et nos Bitcoin. L'un des principes, c'est d'avoir des systèmes qui sont performants et surtout peu coûteux en ressources. L'IA, c'est un peu tout l'inverse. C'est d'avoir des outils qui sont très performants parce que très intensifs en usage de ressources. Et du coup, forcément, l'IA décentralisée, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais on arrive à avoir des entreprises aujourd'hui qui essayent de regrouper de l'IA autour du monde décentralisé, avec notamment ce cas d'usage-là que j'ai trouvé assez intéressant quand j'avais fait mes recherches il y a quelques temps. Alors, juste une chose, il y a un projet qui est très sympathique pour parler d'IA et de sécurité, c'est Giza, G-I-Z-A, qui tourne sur Starknet, où en fait on va valider, on envoie une requête à une IA, on exécute et on valide que c'est bien l'IA qui a, le bon modèle, qui n'a pas été abîmé, qui envoie bien la bonne réponse et que tout reste confidentiel, secret, etc. Et donc c'est de la sécurisation on-chain de modèles. Et puis deuxième point, je parlais de sécurité et de problèmes et voilà, moi j'utilise que l'IA en local, un outil qui s'appelle LM Studio qui permet de télécharger des modèles qui ont été quantisés et il faut une carte avec 8 Go de RAM pour faire tourner un Mistral en génération de code et ça prend 6 Go sur les 8 Go. Ouais. Donc une machine un peu récente est capable de faire tourner pour des petits usages. Après, si c'est des usages avancés, bon, c'est autre chose, c'est certain. Mais tout en local, et plutôt que d'utiliser GitHub pour faire fuir du code sur le réseau, il y a un outil qui s'appelle Continue, qui est un plugin, GitHub Copilot, pardon. Plutôt que d'utiliser GitHub Copilot, Continue, qui est un outil VS Code qui permet de se brancher sur LM Studio, donc d'avoir son moteur d'inférence en local et d'avoir toute l'aide contextuelle de Visual Studio qui interroge ce modèle contextuel. Trop bien. Donc, sécurité maximale. On y a en local, quoi. Ouais, totalement. Stylé. Virgile, tu voulais intervenir là-dessus? Oui, vite fait. C'est en gros des cas d'utilisation. Bon, après peut-être que ça se mettra en place à long terme, mais en fait la blockchain est certainement le seul outil à disposition pour pouvoir vérifier l'authenticité d'un contenu. Ou en gros avec l'IA,
Avec l'IA, on peut créer un peu tout et n'importe quoi, mais au moins avec la blockchain, on peut signer des transactions en disant qu'on affirme, on affirme avoir créé ce contenu spécifiquement et c'est notre adresse sur la blockchain c'est la blockchain qui fait foi en fait, tout simplement. Après, à voir dans combien de temps ça se mettra en place, mais ça semble être une des seules solutions qui soit réellement scalable pour répondre à du contenu authentique. Yes. Top sur ma to-do list. Trop bien. Daniel, Moi, je suis, moi, je suis un tout petit peu inquiet, un peu effrayé, en fait, sur cette alliance-là, parce que, enfin, je m'explique, hein. L'IA, c'est une nouvelle forme de stylo et la blockchain, c'est une nouvelle forme de papier. Donc, se dire, les gens qui doutent que les deux peuvent interagir ensemble, bon, ils méritent 3 claques intellectuelles, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait de se dire que la blockchain, enfin, les blockchains, enfin, ces mécanismes de réseau décentralisés, est une des solutions parfaites pour rendre des IA immortelles. C'est-à-dire qu'en fait, si leur code d'exécution se trouve sur un smart contract, que ce smart contract a des mécanismes dans cette plateforme qui le rendent autonome dans le fait qu'il peut se réactiver tout seul sans qu'un humain ait besoin de faire une transaction, bah en fait, on arrive à un nouveau paradigme numérique qu'on ne connaît pas avant. Avant de se dire, bah voilà, si une IA dégénère, bah on n'a qu'à la débrancher, parce qu'on se dit, elle est sur Internet, oui, mais Internet, c'est des serveurs de compagnie, donc elle peut être débranchée en cas de problème. Si un smart contract est dans une blockchain, déjà, il peut se financer. C'est-à-dire qu'en gros, ces transactions qui lui permettent d'agir dans ce réseau-là, bah, il n'a qu'à faire des protocoles de DeFi et il se finance. Donc en fait, on peut rendre une IA vivante et immortelle. Bon, je pose ça sur la table. C'est bien, c'est intéressant, mais on va se barrer. ça régénère quelque chose de complètement différent. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est plus un truc qui est enfermé dans une tour de PC, ça devient quelque chose d'autre qui fait passer Skynet pour un brouillon raté, quoi. Donc, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ça. On va peut-être, de notre vivant, découvrir d'autres formes de vie numérique. Et juridiquement, on peut se dire, bah voilà, ça génère de la DeFi, c'est des smart contracts, ça régénère des codes, ça fait des collections d'NFT avec des oreilles de lapin, ça a son propre compte en banque. Juridiquement, c'est quoi? Enfin, comment on gère ce truc-là en fait? C'est un Il n'y blog a pas numérique. d'humain. C'est un C'est bout un de code blog. qui vit sa vie. Donc, on fait quoi avec ça? Donc, moi, je trouve ça passionnant. Un peu inquiet, mais passionnant. Et en fait, on va pas laisser les médias. Enfin, on peut pas, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Emmanuel, c'est pas les médias qui vont nous permettre de voir ce genre de choses. C'est pas leur Surtout métier. pas dans les trop. Voilà. Allez, le sujet est passionnant, mais si on veut garder un peu de temps pour les sujets suivants, on a 2 sujets encore à traiter sur les chroniques. On va vous parler des inscriptions sur notamment les EVM, qui a été un peu le sujet chaud là, de la blockchain ces derniers temps. Et on va vous parler de Ledger, même si on vous a déjà beaucoup parlé de Ledger, j'imagine, dans les actualités des derniers jours. On ne pouvait pas ne pas vous parler de Ledger, donc on va vous parler un petit peu de Ledger aussi. Mais commençons par les inscriptions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inscription? Ça spam sur les blockchains EVM. Est-ce que c'est prévu pour ça? Est-ce que c'est un détournement, coup de génie ou cataclysme annoncé? Qu'est-ce que vous en pensez? Gaëtan, je crois que tu as travaillé un peu le sujet. Ouais, tout à fait. On va remonter aux origines des inscriptions, hein, puisqu'en fait, ça date d'il y a très très longtemps en soi, parce qu'on peut écrire de la data sur les blockchains depuis le début des blockchains, mais ça a vraiment eu beaucoup d'essor en 2023 avec Bitcoin et avec ces fameux ordinals, vous en avez sans doute entendu parler. Donc les ordinals, c'était un moyen, pas détourné parce qu'il était possible déjà, mais qui a été amplifié par Taproot. Taproot, c'est une mise à jour qui a eu lieu sur Bitcoin il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui permettait en fait d'enrichir un Satoshi, une transaction de data. Et donc désormais sur la blockchain Bitcoin, on peut associer à un Satoshi, quelque chose qui était censé être fongible, de la data. Donc de la data, c'est numérique, donc c'est des 0 et des 1. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais par exemple, vous pouvez y mettre des fichiers JSON, du texte, des images, bref, à vous de faire ce que vous voulez dans la limite effectivement de la taille possible par Taproot. Donc ça a beaucoup fait jaser sur Bitcoin pendant des mois et des mois. Vous avez dû voir passer ces JPEG sur Bitcoin, les magiciens, les wizards, là, les fameux magiciens. On en a beaucoup parlé. Et ça avait de l'intérêt sur Bitcoin parce que ça a permis une expressivité qui n'était pas possible avant, puisque désormais, de manière un peu détournée, on peut faire des NFT par exemple sur Bitcoin. On peut créer de la non-fongibilité sur quelque chose qui était initialement fongible, donc les fameux Satoshi.
ça a une interprétation particulière parce que ça se gère de manière off-chain. Ça veut dire qu'évidemment, Bitcoin n'est pas capable de comprendre ce genre de token, entre guillemets, ou de NFT. C'est purement de la data qu'on écrit comme ça sur de la blockchain. Et après, il faut des systèmes off-chain, donc des indexeurs, par exemple, qui sont capables d'aller interpréter ce qui a été mis sur la blockchain et capable de comprendre qu'il y a une image derrière, capable de créer de comprendre quel token c'est, quel numéro de token c'est, etc., etc. Donc, c'est un peu un mix entre le on-chain et l'off-chain. C'est qu'on inscrit de la data on-chain et on la lit off-chain. Donc ça avait de la pertinence sur Bitcoin, ça a permis de créer des frais, de résoudre partiellement ce problème de frais sur Bitcoin qui est un souci pour sa sécurité. Bon, sur Bitcoin, en gros, il y a les maxis qui sont pour ou qui sont contre, c'est un débat particulier, mais c'était resté dans le monde de Bitcoin et depuis peu, notamment ces dernières semaines et notamment ces 10 derniers jours, ça s'est transposé dans les autres blockchains, alors notamment sur les blockchains EVM, mais maintenant c'est sur toutes les blockchains, où ils se sont dit, en fait, pourquoi on ne ferait pas exactement la même chose? Pourquoi on ne ferait pas une transaction sur ces blockchains-là dans lequel on va juste inscrire de la data dans la transaction, rien d'autre que d'inscrire de la data dans un champ libre de texte, si vous voulez. Et ensuite, ce sont des interpréteurs off-chain qui vont interpréter cette data. Ainsi, par exemple, sur Ethereum, vous pouvez faire une transaction toute simple, vous envoyez 0 Ether à vous-même ou 0 Ether à qui vous voulez. Donc, en fait, vous ne faites rien, vous ne changez pas l'état de la blockchain, mais en plus de ça, vous rajoutez du texte ou un JSON ou une image, peu importe, à votre transaction. Ce qui fait que cette transaction est très très peu onéreuse. Elle vous coûte par exemple 22 000 GUI ou 22 500 GUI sur Ethereum. Parce que c'est juste de la data en fait. Vous utilisez ce qu'on appelle le call data, c'est un opcode de l'EVM, pour rajouter de la data sur la blockchain. Ça, c'est assez peu cher. Et c'est du coup 4, 5, 6, 8 fois moins cher que de créer un token. Par exemple, le minter un token, c'est entre 80 et 150 000 gaz, ça dépend des tokens environ. Là, vous pouvez créer un token, un faux token, donc un token d'inscription pour 22 000 gaz, donc ça a de l'intérêt. Et puis ça surfe aussi sur la tendance qu'on a eue avec Bitcoin, donc sur cette spéculation de créer des inscriptions sur les blockchains-là, sur ces blockchains-là. Donc déjà, avant de parler de est-ce que c'est utile ou pas sur ces blockchains, regardons, voilà, je vous avais partagé le site que je voulais partager. Regardons un petit peu la consommation de gaz qui a eu lieu associée à ces inscriptions ces derniers temps. Donc là, on voit sur le graphique de gauche, on est sur Avalanche. Alors, je suis un peu loin pour voir, mais Avalanche, Polygon et Goerli. Donc, ça a même lieu sur Goerli, ça n'a pas de sens. On est à plus de 50% du gaz qui est utilisé actuellement pour les inscriptions sur ces blockchains-là. Si vous changez un peu de graphique, on verra même l'historique au cours du temps du gaz, l'historique du nombre d'inscriptions. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a explosé ces dernières semaines, tellement, en fait, il y a tellement une telle spéculation à travers ces tokens qu'on peut créer de cette façon-là, que du coup, ça a atteint les limites des blockchains, puisque les gens ont créé un nombre de transactions par seconde qui atteignait les limites de plusieurs blockchains. Par exemple, sur Arbitrum, on a atteint, alors vous me corrigez si je dis des bêtises, parce que je ne me rappelle plus, mais on a atteint les 150 TPS, quelque chose comme ça, à peu près pareil sur ZK-Sync. Avalanche sont allés encore plus haut, et on a eu des problèmes divers et variés sur ces blockchains. Donc Arbitrum, typiquement, ça a fait tomber la blockchain pendant 1 heure ou 2, leur séquenceur. Avalanche pendant 15 minutes. ZK-Sync, ça l'a énormément ralenti. Il y a des blockchains qui ont très bien résisté, par contre, comme Solana. Il y a des blockchains où le gaz limite le problème, comme sur Ethereum, où pareil, ça a bien résisté. Mais c'est bien, parce qu'en fait, on va parler après de ce que c'est bien ou pas les inscriptions, mais en tout cas, ce qui est positif pour la technologie, c'est que ça a permis de tester les limites de ces blockchains-là. On n'avait jamais atteint un tel nombre de transactions par seconde, en fait, de l'histoire de ces blockchains-là sur Mainnet. Donc, ça a permis de faire un test à grandeur nature, on va dire, de l'infrastructure des blockchains. Ouais, et du coup, l'un des éléments dont on se rend compte, c'est que finalement, l'utilisation du gaz comme étant maître étalon de si d'un coup il y a beaucoup de transactions qui arrivent, on augmente le gaz et donc tout se régule un petit peu par l'offre et la demande. Au final, ce truc il marche pas dès qu'on commence à changer les règles du jeu. Et là, en l'occurrence, la règle du jeu, c'est en fait, si j'ai envie de faire un token, je le fais plus de la manière traditionnelle, je le fais d'une manière beaucoup moins coûteuse, donc du coup j'ai tout intérêt à le faire, et donc du coup je change un petit peu les règles de l'offre et de la demande un petit peu traditionnelles. Et ce qui a tendance donc forcément à casser un petit peu le système mis en place. Et le problème, c'est que quand on a des blockchains qui sont censées être résilientes et qui d'un coup commencent à péter, c'est pas ouf. Et ironiquement, finalement, tu l'as cité, Solana a très bien résisté. Solana que beaucoup un petit peu taunt pour le côté ils ont des downtime. Là ici, en fait, Solana a très bien résisté parce que Solana a une VM qui est très forte pour accueillir des lourdes charges. Et donc c'est assez intéressant à voir justement ce côté. Le problème de Solana, c'est le côté pas assez décentralisation et demande de trop de puissance, mais d'un autre côté, c'est bon pour une blockchain qui est vraiment de grande envergure et qui reçoit beaucoup de transactions à la seconde. Donc, assez intéressant de voir ce truc-là.
Ouais, c'est pour apporter une précision à ce que tu viens de dire, Cyril. En fait, Solana a changé de client. Ils ont créé un nouveau client cette année qui s'appelle FireDancer et depuis, bah, l'expérience utilisateur a été considérablement améliorée. Bon, alors Fire Dancer n'est pas live encore, donc c'est pas grâce à ça que ça a permis. Ouais, c'est c'est oui, d'ailleurs mais que en c'est tout c'est cas, en cours de il y a eu pas production. mal de, il y a eu pas mal de changements. Des changements, ouais, tout à fait. Alors, en fait, il n'y a pas que Solana qui a résisté, et Ethereum aussi, parce que sûr. toutes les blockchains qui géraient bien en fait la charge par les frais résistent. C'est-à-dire qu'Ethereum fait monter son prix général sur la blockchain et du coup a très bien résisté. Et Solana, ils ont le localized fee market, ce qui fait que vu que toutes les inscriptions utilisaient le même state de la blockchain, ça a fait monter le gaz uniquement de cette zone-là. Ça a permis de protéger la blockchain. D'autres technologies plus nascentes comme Arbitrum, qui ont mal géré la chose, eux ont lâché parce que c'est des choses natives. Mais dans les deux cas, en fait, le système de gaz, c'est ça que je suis un peu plus nuancé que toi, Cyril. Dans les deux cas, ça a bien marché, en fait, parce qu'il n'y a pas d'exploitation du gaz avec ces inscriptions. Les gens, ils payent le call data tel qu'ils doivent le payer. C'est un nombre de gaz par donnée et ils le payent. Juste, ça ne coûte pas plus cher que d'habitude. Les nœuds, ils ont de la data à stocker, mais ils ont été payés pour ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'exploit du gaz. Ce qui est exploité, c'est le système, c'est les smart contracts en tant que tel. C'est qu'en fait, on bypass les smart contracts pour créer des tokens en les créant comme ça. Mais là, c'est le débat où je veux en venir maintenant. C'est est-ce que ça a un intérêt ou pas? Et pour moi, la réponse est non. La création de tokens sur des blockchains expressives qui ont une virtual machine n'a aucun sens de cette façon-là parce que vous ne pouvez rien en faire derrière. Il n'y a aucune composabilité. C'est que vous écrivez quelque chose dans du texte et après, c'est des choses off-chain qui interprètent ça. Donc, vous ramenez de la confiance. Il faut faire confiance dans des choses off-chain pour analyser la data, pour les échanger, pour les comprendre. Vous pouvez rien faire avec ce token-là. Vous pouvez juste le transférer, mais vous ne pouvez pas le composer avec un autre contrat pour faire autre chose, le déposer en lending, en borrow, j'en sais rien. Le swapper, c'est très compliqué. Donc, ça n'a pas grand intérêt. En fait, c'est un peu un retour en arrière technologiquement par rapport à tout ce qu'on a créé avec les smart contracts. Pour les tokens, ça peut avoir de l'intérêt pour inscrire de la data, inscrire des images, ça, il n'y a aucun souci. Mais pour la création de tokens, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, Autant c'est sur un peu- Bitcoin, on la comprend, mais sur le VM, pas trop, quoi. C'est un peu un feu de paille et donc ça devrait se résorber une fois que les gens vont avoir Ouais. compris que en fait, s'ils veulent faire un token, il y a un truc qui s'appelle le RC20, que ça fonctionne très bien et que ça permet de l'intégrer partout, quoi. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et après, cette call data là, qui est utilisée sur le VM, c'est pas quelque chose de tout nouveau, hein, c'est pas quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Pour donner un exemple, c'est vraiment ce qu'utilisent les Layer 2, c'est ce qu'ils utilisent. Ça veut dire que les Layer 2, quand ils publient leur data sur Ethereum, c'est exactement ça qu'ils font. Ils publient leur état, mais ils publient toutes les transactions compressées et ils le publient grâce à call data, l'opcode de l'EVM. Pour l'instant, c'est comme ça que ça marche sur Ethereum. Donc, on n'a pas découvert une nouvelle zone de data qui n'existait pas avant, hein. C'est juste qu'on l'a un peu bypassé pour faire autre chose, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et globalement, d'un point de vue technique, juste si je peux me permettre, le call data, en fait, c'est un espace de mémoire qui ne fait pas partie de l'état de, par exemple, la virtual machine. Et donc, du coup, il n'y a pas de communication en dehors de juste le message qui est posté sur le call data. Et c'est pour ça qu'il parlait très justement, Gaëtan, en introduction, d'indexeur, où en fait, on a besoin d'avoir justement des outils qui viennent regarder toutes les transactions pour regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur des transactions et donc potentiellement un token ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas à l'intérieur de l'état de la blockchain, c'est à l'intérieur des transactions qu'il y a l'espace mémoire. Et donc, du coup, c'est un cas un petit peu particulier de l'usage de la blockchain qui est révélé là. Et en vrai, encore une fois, c'est vraiment pas nouveau. Par exemple, sur Bitcoin, on a déjà parlé avec les ordinals, mais typiquement, la toute première transaction de Bitcoin avait été une transaction qui contenait un message en call data, qui était le message de Satoshi sur le tout premier. C'était la une de The Times, je crois, avec Chancellor on the brinks of bailing's banks again. Je ne sais plus Tout à la fait. phrase, mais c'est ça. Le jeu de sauvetage des banques américaines. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Il y a beaucoup de critiques côté Bitcoin sur la pertinence ou non d'utiliser le Bitcoin pour ça. Et en fait, la toute première transaction ou presque du réseau Bitcoin contenait déjà ça. Donc, on peut dire que Satoshi l'avait déjà un peu partiellement dans sa vision de la blockchain. Ah oui, non, mais ça serait contrarier les saintes écritures de dire que c'est péché, hein, à un moment donné. Voilà. Justement, est-ce un péché ou non d'utiliser les call data de Bitcoin? Et le débat est toujours ouvert chez eux, apparemment. Et du coup, est-ce que, juste pour faire quand même un dernier point, est-ce que c'est amené à avoir un avenir? Est-ce qu'on peut imaginer avoir un usage des call data sur les autres blockchains? Parce qu'en fait, il y a sur Bitcoin, il y a sur Ethereum et les EVM, il y a sur Solana et l'ensemble de ces blockchains. Est-ce que c'est voué à avoir un avenir? On pense que non, on espère que non, sinon ça en fait change complètement tout le game des tokens notamment.
Et en fait, on espère que non, parce que ça n'a pas d'intérêt. Si ça avait un intérêt, on serait, non, au contraire, trouvons une techno qui est plus efficiente d'un point de vue coût. Mais c'est pas le cas. Donc, du coup, on peut espérer que ça n'ait pas de succès. En tout cas, c'est ce que j'ai comme take. J'imagine Ouais. que J'ai la même que toi pour les tokens, mais par contre, les inscriptions de base, la technologie de l'inscription est vachement utile. Par exemple, si je vais inscrire un message sur la blockchain en disant voilà, moi Gaëtan, je vais tous vous dire bonjour, je peux écrire ça sur la blockchain si je veux, ça sert à rien, mais je peux. Et je peux par contre écrire que j'ai acheté une maison, enfin, un certificat, un diplôme, un document comptable. Ça c'est intéressant, les inscriptions pour ça. Par contre, ça n'a aucun intérêt pour la création de tokens. Là, je te rejoins. Ouais, c'est après en soi les standards de token ne sont pas parfaits non plus, mais c'est clair que ce serait un vrai bouleversement si ça devenait si ça venait à devenir un vrai standard un jour. Mais en tout cas, c'est si sur les blockchains type EVM, ça a pas l'air très intéressant. Sur Bitcoin, ça l'est carrément parce que d'une part, ça participe à l'activité économique des mineurs et d'autre part, ça pousse un peu la communauté à construire des layers 2 parce qu'il me semble qu'on doit faire $20 pour une transaction sur Bitcoin, je crois. Donc voilà, si ça peut motiver des gens à construire des solutions de scalabilité pour Bitcoin, c'est toujours ça. Ouais, et puis au-delà de ce que tu dis, de la survie économique de Bitcoin à long terme, c'est peut-être une voie de sortie, de se dire qu'à un moment donné, en plus de faire des transactions, ça sera le grand dossier d'archivisme. Ce que fait Gilles Cadignan sera démocratisé de manière, on va dire, pas forcément la plus propre possible, mais en tout cas, ça sera fait. Et ouais, de toute façon, je pense que c'est un complot maçonnique de la part des mineurs, de ce genre de truc. Enfin, c'est un peu évident. Enfin, on en parlera plus tard, mais c'est un peu trop beau pour être vrai, ça. J'attends mon badge d'Alira pour l'inscrire sur Bitcoin, bien entendu. Juste éventuellement, avant de passer au dernier sujet, je vois un message de Gigi. Est-ce qu'on a accès à des rediffs d'anciens lives? Oui, vous y avez accès pour l'instant uniquement sur Spotify en podcast. Peut-être que ça arrivera sur d'autres plateformes par la suite. C'est ça. Vous tapez les chroniques d'Aliara sur Spotify et normalement ça sort. Juste un petit point, on parlait de stockage, il y a un truc sur lequel l'IA n'est pas trop utilisé encore et qui pourrait avoir un impact important, c'est la compression et le stockage de données en format compressé. Les modèles type auto-encodeur, donc j'ai un modèle, je mets en entrée une donnée et puis en sortie, je lui apprends à se générer lui-même. Donc je mets une image d'un chien, j'ai la même image en sortie, je lui apprends à se générer. Et au milieu, je fais le vecteur dans lequel est représentée l'image, enfin l'espace dans lequel est représentée l'image, je vais mettre par exemple 768 floats. C'est ce qui existe pour certains modèles, je ne sais pas 768 au hasard. On va forcer la machine à représenter toutes les images qu'elle a reçues en entrée sur un vecteur de 768 floats. Et ensuite, on retire la partie qui encode dans le vecteur, on fournit juste ce vecteur et on régénère l'image. C'est-à-dire que lui, j'aurai un modèle qui fera peut-être 4 gigas, mais je lui passerai 768 floats et il sera capable de me ressortir l'image du chien. Pas parfaitement. Qu'est-ce que c'est qu'un float? Parce que je pense que les informaticiens ont compris ce que tu voulais dire, mais pour les non-informaticiens, qu'est-ce que c'est qu'un float? Nombre à virgule. Voilà, merci. Voilà. Mais donc ça force à réduire la dimensionnalité d'un problème. On met une image, on encode une image sur un nombre, quoi. C'est ça l'idée. Hein. Sur un vecteur de nombre et très petit. Là où mon image, elle peut faire 512, et faire plusieurs centaines de kilos, je le stocke en moins d'un kilo. Par contre, c'est très approximatif. Comme résultat, si c'est pour faire de l'art, c'est un peu gênant. Si c'est une représentation, un schéma ou quelque chose, ça suffira largement. Mais à moi de choisir la dimensionnalité qui correspond à la qualité que je souhaite obtenir au final. Et ça donne à l'ancrage on-chain une toute autre dimension. Tout à fait. Allez, 13h13, on va parler de ce qui a secoué la sphère crypto, de ce qui a secoué la blockchain ces dernières semaines. On était tous terrés chez nous avec nos clés recroquevillées dans un petit coin de la pièce en se disant non, volez-moi pas toi. Non, Ledger Connect, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ça a été le drama avec effectivement cette histoire de hack sur Ledger Connect. Qui veut nous débriefer du problème? Gaëtan, Cyril, comme vous voulez. Allez, je prends.
La page qu'on est en train de voir est la page du coup du report d'incident de Ledger. C'est une page assez complète qui est globalement sur 3 éléments: la timeline et les éléments de sécurité qui ont été mis en jeu après analyse de l'exploit du coup. Du coup, je vais faire un petit peu pareil. On récapitule un tout petit peu la timeline, histoire de comprendre ce qui se passe, et ensuite on va pouvoir aborder un petit peu tous les autres points par la suite. Globalement, du coup, ça arrive le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est il y a donc une semaine pile poil au matin. Ledger, globalement, se fait hack et ils voient ça un petit peu à partir de midi. Donc, à partir du matin, 9h du matin, jusqu'à midi. L'attaque est assez intéressante. C'est un phishing de la part d'un ancien employé de GitHub qui fait que, d'un coup, l'ancien employé de GitHub se retrouve à cliquer sur un lien dans sa boîte mail, et le lien, évidemment, est véreux. À l'intérieur, il y a un petit programme qui permet en fait de récupérer ce qu'on appelle un token de session, notamment un outil qui s'appelle npm.js, et cet outil en fait permet de diffuser du code source, du code web en tout cas, sur Internet. Bon. En utilisant en fait cet élément-là, donc l'attaquant a pu finalement insérer du code malicieux à l'intérieur de npm.js. Donc NPM, qui est une librairie très largement utilisée par toutes les applications décentralisées. C'est ça. Et puis tous les développeurs de manière globale, en fait, tout le monde Et tous les utilise développeurs, tout à fait. NPM non-stop. Dès que tu as besoin d'un package, en fait, ça passe par NPM. Exactement. Tout à fait. Et donc, du coup, j'ai dit employé de GitHub, excuse-moi, du coup, Tikalis. En effet, c'est un ancien employé de Ledger qui s'est fait hack. Oui, qui de s'est Ledger, fait- pas dit. Oui. Ouais, mais bon. Du coup, à un moment où NPM se fait, donc l'employé de Ledger se fait hack son accès à NPM, l'attaquant se retrouve à avoir donc l'accès au dépôt qu'il y a sur NPM. De fait, cet attaquant s'amuse à changer le code qu'il y a à l'intérieur de la librairie disponible sur NPM pour faire en sorte que tous les contrats qui sont appelés avec l'outil de Ledger qui permet de connecter ces ledgers à l'application décentralisée, au lieu d'utiliser les vrais contrats, on utilise des contrats qui sont frauduleux et qui envoient les ressources à l'attaquant directement. Ressources, ça peut être des tokens, ça peut être des NFT, ça peut être des tokens natifs comme l'ETH. Donc c'est pour ça que je dis ressources plus qu'autre chose. Et donc, du coup, à partir de là, s'ensuit à peu près 5 heures pendant lesquelles la modification est live. Ledger s'en rend compte, je ne sais plus, autour des 13 heures. Et moins de 40 minutes après, Ledger donc, push une nouvelle version qui, elle, est sans faille, enfin sans la faille de sécurité qui avait été utilisée. Et de fait, toute l'opération est réglée. En réalité, c'est réglé plus ou moins. Il y a tout un système qui permet de faire qu'il y a du cache sur les sites web. Donc, du coup, quand on va sur Internet, il faut faire attention à quelle est la version qu'on utilise, parce que ça se trouve, vous utilisez une version qui est encore celle qui n'a pas été mise à jour. Donc voilà, il y a un petit risque à ce niveau-là. Bon, ça, c'est la timeline. Et la timeline montre que, voilà, ils ont été plutôt très réactifs. Heureusement qu'il y a eu des gens qui les ont prévenus, les XBT sur Twitter notamment, X, pardon, qui les ont prévenus, ce genre de choses. Donc, du coup, plutôt intéressant de voir que la communauté a permis justement d'accélérer ce problème-là. Enfin, en tout cas, la visibilité de ce problème-là. On peut remercier la défense d'ailleurs d'avoir attaqué un jour en semaine à 9h30. Enfin, c'est sympa. C'est ça. Franchement, le même truc un samedi à 4h du mat, ça aurait été nettement moins sympa. Non, clairement, plutôt cool. Juste pour faire un petit récap des chiffres, on considère que c'est à peu près $600 000 d'ensemble qui a été volé, parce qu'en fait, globalement, le code était utilisé sur SushiSwap, sur quelques autres sites, je ne me rappelle plus, je n'ai pas la liste précise, mais il y a quelques sites qui l'utilisaient. Donc voilà. Il y avait Kyber Network aussi, si je n'ai pas de bêtises. Ok, du coup, le truc qui est assez intéressant, je suis pas contre, dans le premier lien là, il y avait un petit peu plus bas, il y avait ouais, voilà, le schéma, exactement. En gros, juste pour préciser un petit point qui est assez intéressant, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des CDN. Les CDN, c'est Content Delivery Network, c'est un réseau, en gros, qui permet la livraison de contenu qui est hébergé quelque part. Et donc, le npm.js, en l'occurrence, fait office de CDN, puisqu'il permet donc l'usage d'un certain nombre de codes qui est disponible via leur système de livraison. Et en gros, ce qui se passe, c'est que normalement, Ledger utilise GitHub pour faire des mises à jour sur NPM.
et tout se passe bien. Là, ici, la personne a eu accès directement au NPM sans passer par GitHub, et donc il n'y a pas eu besoin d'une nouvelle authentification. Petite précision du coup sur le Connect Kit de Ledger. Le Connect Kit de Ledger, normalement, on doit mettre à jour à chaque fois qu'on veut manuellement mettre à jour la version qui est utilisée. Il se trouve qu'ils ont développé un outil qui est le Connect Kit Loader, qui permet donc du coup de venir chercher en permanence la dernière mise à jour possible. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, les gens utilisent cet outil-là afin d'être toujours à jour et de risquer le moins de problèmes de sécurité. Évidemment, c'est là où le bas blesse et que du coup, quand il y a une mise à jour qui est frauduleuse, ils subissent la mise à jour frauduleuse. Et donc, du coup, en tant qu'utilisateur, on ne se rend pas forcément compte tout de suite qu'on est en train de faire face à un contrat malicieux, puisque globalement, quand on utilise notre ledger, on voit juste ce qu'on appelle la raw transaction, ce qui est donc en gros juste de la donnée pure, donc des bytes, c'est des suites de 0 et de 1 et d'autres caractères, mais globalement, c'est juste des suites de caractères qui n'ont pas vraiment de lien direct avec ce que l'on voit à l'écran, et donc on ne se rend pas compte qu'on est en train de signer quelque chose de négatif. Et donc, du coup, c'est là où viennent les nouvelles mises à jour de Ledger et ce qu'ils disent faire du coup pour répondre en fait à ces problématiques-là. Première réponse, c'est une réponse instantanée. La réponse instantanée, c'est révoquer les accès à l'ancien employé de Ledger, premièrement. Faire un audit de qui a accès à quoi. Et troisième élément qui intéresse un peu plus ces gens, c'est on va rembourser en fait ce qui a été volé. Donc les 600 000 €, on vous promet, on va les rembourser. Et donc, si tu regardes l'autre lien, il y a tout un truc pour pouvoir claim justement ces sous-sous de chez Ledger, ce qui permet en fait donc du coup de récupérer si jamais vous avez été à risque. Ok, dans les autres éléments qui arrivent d'un point de vue sécurité proposé par Ledger, il y a notamment la mise à jour en fait du système de signature sur la Ledger, où aujourd'hui c'est des suites de caractères. Leur but, c'est donc d'arrêter ce qu'on appelle le blind signing. Donc c'est cette suite de caractères qui n'a pas de lien direct avec ce que l'on voit à l'écran, pour justement faire ce qu'on appelle du clear signing. Et donc du coup, c'est faire en sorte que sur notre petite ledger, il y a écrit « vous signez une transaction qui correspond à telle fonction dans tel contrat », globalement. Et donc ça va faire par les développeurs d'applications décentralisées. Donc c'est pas si évident que ça à gérer parce que c'est pas eux qui sont les maîtres de ça. Mais bon, bref. Peu importe, en tout cas, c'est la volonté de Ledger, c'est de faire en sorte de répondre au maximum le clear signing pour qu'en fait, les gens derrière, ils évitent à terme de signer des trucs qui sont trop mauvais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, sur le coup, m'a assez énervé parce qu'ils ont dit que c'était un peu votre faute si jamais vous vous étiez fait avoir. Vous n'auriez pas dû activer le blind signing sur vos ledgers. Et en fait, quand tu as utilisé un ledger souvent, il y a plein de transactions que tu ne peux pas faire du tout si tu n'as pas activé le blind signing. Tu fais ta transaction et ton ledger, il te dit blind signing not enabled, enfin disabled, transaction not possible. Tu es là-bas, en fait, arrêtez de dire n'importe quoi, ledger. Sans le blind signing, je ne peux pas utiliser votre ledger. Franchement, 50% de mes interactions, c'est ça. Donc, évidemment, tout le monde a activé le blind signing par défaut, sinon tu étais bloqué la moitié du temps. Et là, ils te disent, en fait, c'était votre faute, il fallait pas activer le blind signing. Ah, génial. Merci Ledger. Donc, ça m'a pas trop plu, moi, cette communication de leur part sur ça. Après, j'espère que par contre, ils vont bien développer le clear signing, comme tu dis. Mais ça c'est assez compliqué parce qu'il faut réussir à interpréter ce que fait le smart contract. Alors, par exemple, Rabi y arrive très bien dans son wallet, mais je sais pas à quel point c'est décentralisé comme interprétation. Donc, très certainement que ça ne l'est pas tant que ça. Ouais, c'est ce que je me dis. Très certainement que c'est l'application qui doit envoyer en fait le message en clear au système de Ledger. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ouais. Je pense que c'est là dans Rabi, ça part au serveur de Rabi qui l'interprète et qui te renvoie quelque chose, et Ledger, ils vont faire la même chose. Ça va être envoyé à leur serveur, ils vont nous l'interpréter. Donc bon, faut pas que ce truc-là se fasse hacker non plus. Mais c'est déjà une première couche de protection, parce qu'il faudrait qu'à la fois qu'il y ait le hack, plus qu'il y ait le hack du serveur qui interprète le message. Ce qui commence à diminuer la probabilité du truc quand même. Mais... Ok, juste du coup, pour finir juste sur un petit point technique, et après je suis chaud qu'il y a 2-3 éléments dont j'aimerais qu'on discute. D'un point de vue technique, ce qui a été fait, c'était donc du coup, quand on envoyait une transaction avec ce mauvais code malicieux, en fait, il y avait un système un peu marrant qui utilise ce qu'on appelle un système d'Angel Drainer, qui est ce qu'on appelle du malware as a service. En gros, c'est un système qui permet de faire appel à, si par exemple je veux signer un token ERC20, je sais pas, du Matic, admettons, j'ai envie du coup d'utiliser le smart contract de Matic, et bien en fait, au lieu d'envoyer vers Matic, on envoie vers un autre smart contract. Mais du coup, il faut faire face à un autre smart contract qui ressemble à de l'ERC20 aussi. Et donc du coup, on va signer de la proof et on va signer du transfert et ce genre de choses exactement de la même manière.
Et donc, du coup, pour pouvoir utiliser ça, en fait, globalement, il y a ce qu'on appelle donc Angel Drainer, qui permet en fait de créer des smart contracts à la volée pour des gens, pour en fait simuler l'utilisation d'un smart contract un peu similaire. Donc, si on utilise de l'ERC20, hop, ça va nous faire un contrat de ERC20 qui sera malicieux puisqu'on enverra les fonds vers directement la personne qui veut hacker, en gros, globalement. Donc voilà, petit truc marrant. Si jamais mes développeurs ont envie d'utiliser ce genre de truc, allez-y et essayez de pirater les gens, c'est super. Non, pas du tout, vraiment, faites pas ça. Ok, du coup, ça c'était un petit peu pour les éléments techniques autour de l'attaque. Et il y a un point qui est quand même assez intéressant, c'est la décentralisation est une échelle et la décentralisation des applications décentralisées est limitée en réalité. Moi, j'aime bien évoquer ce truc-là qui est, en fait, il y a pas mal de petits soucis à avoir sur la décentralisation. On essaye de décentraliser au maximum le réseau sur lequel on est, donc du coup la blockchain elle-même, faire en sorte qu'on puisse tous utiliser la blockchain, c'est important. Mais en fait, derrière, pour utiliser les applications, on passe la plupart du temps par du coup l'application qui est visuelle, l'application web. Et cette application web, elle traîne très souvent sur des serveurs et en même temps, on utilise des librairies qui sont utilisées, comme là par exemple celle de Ledger. MetaMask, pareil, a ses propres outils. Et de fait, quand on utilise peu importe quelle wallet, on va passer un moment par des librairies qui sont existantes. Passer par ces librairies implique donc du coup de devoir faire confiance. Ouais. Et ça vient un peu casser ce mythe du trustless. On parle souvent de la blockchain comme un espace trustless, mais en fait, on l'avait déjà vu avec le mini-scandale qu'il y avait eu sur Ledger, sur la fonction Ledger Recovery, où les gens étaient en mode « Quoi ? Ledger peut faire sortir ma seed de la clé, incroyable !» En même temps, ils avaient mal communiqué dessus objectivement. Mais donc, ouais, ça vient un peu casser ce truc de « Ah, en fait, c'est un écosystème trustless et on a besoin de croire personne et tout ça. » Bah, en fait, quand tu utilises Ledger, il faut que tu crois que Ledger, ils sont pas en train de t'arnaquer, ils ont une sécurité qui est correcte, que tous leurs employés et leurs anciens employés ont eu leurs accès API révoqués. Bref. En fait, à aucun moment, la blockchain est désintermédiée. En fait, la désintermédiation, c'est un peu un abus de langage parce que, alors ok, ça supprime les intermédiaires centralisés, c'est-à-dire qui dépendent d'un tiers de confiance. Mais dès qu'on étudie la blockchain un peu plus en détail, en fait, on se rend compte que c'est une grosse chaîne d'approvisionnement avec beaucoup d'intermédiaires techniques. Et c'est en ça que Ledger représente parfaitement bien le problème aujourd'hui parce que tu avais juste un kit de connexion pour Ledger et il a suffi que ce kit se fasse hacker pour que tout le monde saute. Ouais, après, maintenons bien quand même que c'est donc du coup l'usage sur les applications décentralisées web, c'est pas l'usage directement sur les smart contracts. Si jamais vous avez envie d'être un peu plus safe, vous pouvez toujours faire tourner votre nœud local et utiliser les smart contracts sans passer par l'application web et ce genre de choses. Après, encore une fois, là, dans ce cas-là, vous faites confiance quand même à votre fournisseur d'accès à Internet, dans le sens où vous n'avez pas envie que votre fournisseur d'accès à Internet voit les communications qui passent dessus, ce genre de choses. Bref, en fait, ce débat-là, il amène un débat un peu plus large, qui est notamment celui qui avait été évoqué par, je ne me rappelle plus son nom, c'était Thomson sur Reflection on Trusting Trust, qui est un papier qui date des années 80-90. J'ai envoyé le lien si jamais tu as envie de le partager, Jérémy. Qui est un papier où en fait il explique que en fait, dans toute informatique, il y a un moment la nécessité de devoir croire quelqu'un. Et lui, il fait le parallèle avec les compilateurs. Donc en gros, il utilise du C, qui est donc un langage de programmation qui est compilé derrière pour être réutilisé. Et en fait, ce papier-là montre qu'on peut créer une backdoor très facilement si on modifie le compilateur du C. Et donc, du coup, un langage qui est censé être tout à fait bien, avec un code que l'on voit qui est tout à fait bien, si à un moment le compilateur utilisé est malicieux et fait en sorte que l'on fasse du code qui est néfaste, qui est malicieux, eh bien, à la fin, les actions seront malicieuses. Et donc, du coup, il y a forcément un moment où on a le devoir de croire dans quelque chose à partir du moment où on utilise un outil informatique. Là, on l'a dit, c'est à partir des librairies de Ledger. Ça peut être tout simplement les smart contracts que l'on utilise. Ça peut être l'accès à un fournisseur Internet. Ça peut être au code en lui-même et à son interprétation. Donc, du coup, tous ces éléments-là, c'est un moment
le devoir de croire en quelque chose est nécessaire. Et c'est toujours ce qu'on dit, en tout cas nous chez Alira, c'est que la décentralisation et l'autonomie des personnes, c'est dans tous les cas à chaque fois sur une échelle. Tout n'est pas binaire, c'est pas un 0 ou un 1, c'est sur une échelle. Et donc évidemment, dans la blockchain, l'un des espoirs, c'est d'essayer d'être le plus trustless possible, le plus décentralisé possible. Mais évidemment, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est un autre... Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, Je pense c'est que un horizon. le plus important, tu peux pas être 100% trustless, c'est d'être 100% open source. C'est qu'au moins quelqu'un puisse accéder à tes fichiers, à tes documents, et que si défaut il y a, bug il y a, ce soit visible et lisible. Là, ça a été le cas, de ce que j'en ai compris, c'est quand même quelqu'un qui a lu le connecteur et qui a trouvé la faille. Sur quelque chose de closed source, on ne l'aurait pas vu. Et donc, c'est effectivement, ça a aussi des étaux qu'on retrouve dans la blockchain et qui sont très importants. C'est quoi, on peut ne pas faire confiance à 100%, mais au moins on veut vouloir vérifier. C'est don't trust, verify. Donc, c'est justement exactement ça dans la phrase. Hein. C'est qu'on essaie de ne pas faire confiance, mais on veut aussi vérifier qu'il n'y a pas eu d'entourloupe derrière. Et ça me paraît très important. Et pour aller sur les couches que disait Cyril, tu as aussi le matériel, tu as aussi tes CPU. Qu'est-ce qui te dit que ton CPU il n'est pas espion? Qu'est-ce qui te dit que ta carte graphique, ta carte réseau n'est pas espionne aussi? Enfin, tu as tout un ensemble de matériel, au-delà de la compilation que notre très cher Pre-Turing a donné. Enfin, c'est un cheminement en fait, une lasagne en fait de choses qu'il faut pouvoir, sur lesquelles il faut avoir confiance. Et je vais plagier la fondation de Solana là-dessus, mais en fait, le trust, tu le fais aussi dans ta vie de tous les jours pour ta propre vie. Alors, seule l'équipe le savent déjà, mais quand tu vas chez le garagiste et que tu fais changer des pneus, tu fais confiance au garagiste pour qu'il les ait bien installés et que tu ne meurs pas sur autoroute à 130 km/h. Et tu lui fais confiance avec ta vie, la vie de tes enfants et toute ta famille. Et dans la blockchain, on essaie de limiter ça au maximum, mais il y a toujours une part de trust. Et c'est pas pour autant qu'il faut jeter ça à la poubelle, quoi, parce que vous faites confiance de la même façon avec votre voiture. Donc, Après, dans le fond, si on fait confiance à vraiment personne, on se retrouve à se coder ses propres applications, à coder son propre système d'exploitation. Et bon, même le travail d'une vie ne suffirait pas pour le faire. Non. Juste un dernier point du coup quand même sur ce qui vient d'être dit avec notamment Gaëtan qui parlait d'open source. C'est vrai, en fait, il y a un reproche qui est très souvent fait à Ledger sur la communication de Ledger et notamment sur comment ils communiquent auprès des outils qu'ils utilisent. Ledger n'est pas open source. En fait, le principe même d'avoir un secret leur permet d'avoir de la sécurité. Après, pour le coup, là, c'est un cas un peu particulier parce que c'est un outil qui était visible par tout le monde et donc du coup, on peut considérer que c'est de l'open source. L'outil qui a été hacké. Donc, en fait, l'open source ne résout pas non plus tous les problèmes. Par contre, globalement, la communication de Ledger n'est pas incroyable sur ces points-là, même s'ils ont fait un peu patte blanche sur cette fois-ci. L'un des points à voir, c'est que pour une entreprise de sécurité, ils ne font pas tout ce qu'il faut pour être complètement safe. Et en ça, ce n'est pas la première fois qu'ils se font avoir. Le recover avait été chiant. Il y avait une faille de sécurité avec le leak, en gros, des données des personnes il y a 1 an et demi, je crois. Là, ils ont ce problème-là. En fait, ils se font un peu trop attaquer. Après, c'est normal de se faire attaquer quand on est hégémonique aujourd'hui sur un écosystème, notamment autour de la sécu. Mais bon, c'est pas quand même incroyable pour leur réputation et pour l'avenir. Et ce que ça dit aussi des outils cryptographiques qui sont utilisés. Donc voilà, c'est pas merveilleux. Il n'empêche que quand même, sur un point positif, c'est encore pas leur matériel qui s'est fait hacker, c'est les logiciels autour de ça qui sont fait un peu détourner. Donc voilà, c'est un peu triste, mais ça arrive. Enfin, tout compte fait, ça a été résolu en 40 minutes, c'était quand même un temps assez court. C'est 600 000 balles. Alors, c'est beaucoup 600 000 balles, hein, c'est clair. Mais à l'échelle des fonds qui sont sécurisés par Ledger, c'est une poussière, quoi. À l'échelle des fonds qui sont sur une blockchain, c'est vraiment une poussière. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'à mon avis, ils remboursent pour pas faire d'histoire, quoi. Ok, et ben merci beaucoup à tous d'avoir et à toutes dans le chat d'avoir participé à ce live. C'était un vrai plaisir de faire ça avec vous. On arrive sur la fin. Si vous souhaitez vous offrir un petit cadeau de Noël et commencer l'année 2024 sur les bonnes routes, on offre des formations sur la blockchain et sur l'intelligence artificielle. On commencera les 22 janvier et le 29. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à faire un petit tour sur alira.fr. Et à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers formation. On sera là d'ailleurs entre Noël et le jour de l'an. Alors, Noël, on fera la fête évidemment, mais entre Noël et le jour de l'an, on sera là. Donc n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous. Merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir assisté à ce live, d'y avoir participé. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjà mangé et à très vite. Ah, et on sera, nous par contre, la chronique, on se retrouve à la rentrée. Venez pas nous voir entre Noël et le jour de l'an. On sera en train de digérer ce qu'on a besoin de digérer. Et on se retrouve en janvier, début janvier.
et on vous fera une petite émission des familles sur les meilleurs projets de nos apprenants. Ça va être bien sympa à mon avis. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Bonne Salut. fête à tous. Bonne fête. Bonne fête. Life is just always mysterious and surprising.